messieurs, bonjour. Au micro, Binta Diallo. Rémi Ménage reçoit aujourd'hui dans le studio Eva Mbaye, docteur Serine Bambagaï, spécialiste en politique publique et en relations internationales, ancien fonctionnaire international aux Nations Unies, actuellement professeur en relations internationales au Centre des hautes études en défense et sécurité CHEPS à Dakar. Bonjour, docteur Gaye. Bonjour, madame Binta. Alors, nous recevons également professeur Ousmane Sène, directeur du WARC. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. L'actualité, c'est sans nul doute la crise qui secoue le Parti socialiste. Quelle lecture, docteur Gaye, faites-vous de cette situation qui prévaut au Parti socialiste? Bonjour, madame Diallo. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord vous remercier pour votre invitation. C'est toujours pour moi un très grand plaisir de participer à cette émission. J'aimerais également dire bonjour à mon ami et aîné, le professeur Ousmane Sène, et profiter de l'occasion pour souhaiter aux auditrices, auditeurs de la radio Futur Média mes vœux de bonheur et de prospérité pour 2017. Merci. Et espérer que 2017 sera une année décisive pour l'Afrique dans sa quête de renaissance et de progrès. Ceci étant, je pense que vous avez raison. On assiste depuis un certain moment pour reprendre le titre de votre émission, à un remue-ménage bruyant au sein du Parti socialiste. Ce remue-ménage est l'expression d'une lutte fratricide entre des camarades qui n'arrivent pas à avoir une lecture commune et à déterminer une position pour la reconquête du pouvoir. Car vous le savez, depuis que le Parti socialiste a perdu le pouvoir en 2000, ce parti éprouve beaucoup de peine à se positionner comme étant un parti leader, porteur d'une alternative. Parce que ce parti a essayé à deux reprises à créer un bloc historique au sein de l'opposition, bloc hégémonique, en 2007, en 2012. Ceci a été soldé par des échecs, parce qu'en 2007, comme en 2012, son candidat, qui était le candidat d'une coalition, Ousmane Tanor Dieng, a échoué à conquérir le pouvoir. Et on note une tendance baissière dans l'évolution du Parti socialiste depuis 2000, lorsqu'il a perdu le pouvoir. En 2000, le Parti socialiste a perdu le pouvoir avec 41%. En 2017, son candidat Tanor Dieng a fait 13,5%. Et en 2012, 11,6%. Donc, le parti vit une crise. Et face à cette crise aujourd'hui, il y a le choc de deux visions, de deux stratégies qui, écoutez, est-ce que le parti doit être un parti qui doit être dans une coalition, fut-elle une coalition gouvernementale, ou bien est-ce que le parti doit changer de tactique pour se positionner en vue d'avoir son identité, d'avoir son candidat, pour conquérir le pouvoir et gouverner le Sénégal. C'est le problème fondamental qui secoue professeur Dr Gaye, le Parti socialiste. Nous allons y revenir tout à l'heure. Vous parliez tantôt de guerre fratricide entre ce qui veut dire que c'est une guerre qui oppose des frères de parti, professeur Sène. Est-ce que ce qui arrive au Parti socialiste aurait pu être évité aujourd'hui? Oui, ça aurait pu être évité si peut-être il y avait un peu plus de patience de part et d'autre. Et de toute façon, la patience s'imposait. Après la défaite de 2000, il était difficile que le Parti socialiste reste comme en tant que Parti socialiste, sans pour autant aller chercher des forces ailleurs. Il se trouve qu'ils ont fait ça. Mais ils ont fait ça à un moment où la personne qui était la personne du moment et qui était en pole position était celui qui est président de la République actuellement. Ils sont partis sur une base. Nous allons conquérir le pouvoir ensemble et nous allons gouverner ensemble. Mais gagner ensemble et gouverner ensemble. Oui, mais écoutez, je vais vous dire une chose. Dans ce monde actuel, il est très difficile d'arriver au pouvoir en faisant cavalier seul. Le Parti socialiste n'y aurait pas réussi. Regardez ce qui arrive au PDS. Voyez donc à partir de ce moment, il faut faire une certaine lecture de la configuration et de la force des partis en ce 21e siècle. Moi, j'ai toujours compris, j'ai toujours voulu comprendre que la décision du Parti socialiste était la décision la plus sage. On a perdu le pouvoir. C'est les vaches maigres, c'est la galère. Il y a beaucoup de rats qui vont quitter le bateau qui est en train de naufrager. Mais quand même, il faut qu'on reconnaisse une chose. Pendant ce temps-là, Ousmane Tanor Dieng est resté quand même comme timonier et a essayé de tout faire
pour éviter les chants de sirène que lui donnait Abdoulaye Wade. Si le Parti socialiste est resté et n'a pas fait cause commune avec le PDS, c'est je crois que en particulier avec Ousmane Tanor Dieng et les Khalifa Sall qui ont voulu être avec lui. Oui. Maintenant, ils sont allés aux élections dans le cadre d'une coalition. Cette coalition est là. Il y a l'équation de l'émergence de Khalifa Sall qui, quand même, il faut le dire, n'est pas une figure politique petite. Il est le maire de Dakar. Oui, non, au-delà même d'être le maire de Dakar, Khalifa Sall a son charisme et son expérience politique. Khalifa Sall s'est engagé dans le Parti socialiste beaucoup très jeune, alors qu'il était instituteur. Mais il a quand même un capital expérience extraordinaire. Vraiment, au vu de tout ce que le Parti socialiste représente dans ce pays, au vu aussi de qui ont été les dirigeants de ce Parti socialiste, en particulier Léopold Sédar Senghor, j'aurais bien voulu que ce Parti socialiste puisse quand même être sur l'échiquier politique et jouer son rôle. Mais je vous dis une chose, et ça c'est certain, si le Parti socialiste avait voulu faire cavalier seul, il aurait eu la portion congrue. C'est pas possible. Maintenant, quand est-ce qu'il faut rompre les amarres avec la paire? Ça, je n'en sais rien. Mais le fait d'être ensemble pour pouvoir conquérir le pouvoir et aussi le garder. Parce que si, après avoir conquis le pouvoir, la paire était partie de son côté, l'AFP de son côté et le PS de son côté, il n'aurait pas résisté à l'opposition. C'est très clair. Aucun d'entre eux n'a la force de faire face tout seul à l'opposition. C'est impossible. Docteur Gaye, vous l'avez dit tantôt, le Parti socialiste depuis 2002 n'a vu que du feu. Est-ce que Ousmane Tanor Dieng aurait pu apprendre sa défaite et partir? Laisser la place à ceux qui sont beaucoup plus ambitieux que lui, peut-être, politiquement. C'est une question difficile. Mais en fait, je pense qu'il faut reconnaître, comme l'a dit Ousmane, que le mérite de Ousmane Tanor, c'est d'avoir gardé le navire pour éviter l'implosion annoncée du Parti socialiste. Il faut se rappeler, en 2000, quand le Parti socialiste a perdu le pouvoir, il y a eu beaucoup de départs. Des figures historiques ont quitté le PS et d'autres ont rejoint Abdoulaye Wade. Ousmane Tanor Dieng a eu quand même le mérite de garder l'équipe et de garder en fait le navire socialiste à travers les flots et les vagues qui véritablement étaient des vagues dangereuses. Ceci étant, je pense que le Parti socialiste, comme tous les partis, doit renouveler son leadership. Je pense plus un leader reste, plus il est contesté. Ça, c'est une loi en sciences politiques. Ça, plus on dure dans le pouvoir, on est contesté. Et c'est normal, et c'est sain qu'à l'intérieur d'un parti, que des figures nouvelles puissent dire, écoutez, nous aussi nous voulons diriger le parti, nous avons une autre vision, etc. Mais ce que malheureusement le PS n'a pas suggéré, c'est de trouver les cadres d'une discussion sereine à l'intérieur du parti. Le débat interne. Le débat interne. C'est-à-dire qu'on aurait évité que ces débats puissent atterrir au prétoire, au tribunal, et qu'à l'interne, les contradictions, fussent-elles les contradictions les plus dures, les plus antagonistes, puissent trouver une solution. Ça, je pense, a été un échec du leadership de Tanor et même de toute la direction du Parti socialiste. C'est malsain, comme l'a dit Ousmane, que ce parti, ce grand parti qui a dirigé le Sénégal sans discontinuer de 1960 à 2000, soit aujourd'hui le parti qui offre ce spectacle, qui est un spectacle impitoyable. On porte plainte contre une fraction, l'autre fraction porte plainte contre le secrétaire général. Je pense que le PS devrait pouvoir éviter cela. Il ne l'a pas évité. Et ceci va rester des traces profondes dans le parti. Je pense des traces profondes parce que s'ils ne parviennent pas à s'entendre, à trouver un gentleman agreement, à faire en sorte que les règles du jeu soient respectées par tous, je crains qu'on s'achemine vers une division au sein du Parti socialiste. Et cette division risque encore, comme je l'ai dit, d'affaiblir le parti qui est dans une tendance baissière depuis 2000. Et cette année, c'est une année cruciale pour le Sénégal. 2017, c'est une année d'élections législatives. Et ces élections législatives seront un test majeur, grandeur nature, pour l'élection présidentielle de 2019. Si le PS aujourd'hui affronte ces élections de manière affaiblie, il va sans dire que les chances du parti pour peser sur l'élection de 2019 ou d'avoir son candidat en 2019 risquent également d'être compromises. Est-ce que cette implosion dont parlent certains au sein du Parti socialiste est le résultat même d'un manque de démocratie ou un manque de débat interne dont beaucoup font état au niveau du Parti socialiste? D'habitude, les partis politiques dans nos États n'ont pas tellement de démocratie interne, mais reconnaissons-le. S'il y a des partis, si on peut lister des partis qui sont parmi les plus structurés et les mieux organisés et où il y a un débat, c'est bien le Parti socialiste.
La plupart des autres partis, c'est un individu qui si vous voulez, qui dirige tout et qui décide de tout. Voyez le syndrome du Parti démocratique sénégalais. C'est l'illustration la plus claire du fait qu'un parti politique dépend d'un homme. Je ne crois pas que dans le cas du PS, je ne suis pas sûr et certain que le PS soit dans la poche de Ousmane Tanor Dieng. D'abord, c'est pas Ousmane Tanor Dieng qui finance le PS. Il n'a pas les moyens de le faire. Et on a vu du début jusqu'à la fin. Et on nous rappelle souvent, les anciens, nous rappellent que Senghor, dans sa toute puissance, se trouvait dans une situation où il était mis en minorité, où il était désavoué par les caciques du parti politique qui avaient le courage. Et aussi lui, il avait la démocratie de les écouter. Et il lui disait la vérité, il lui disait non. Je crois que, de ce point de vue-là, si le PS parvient quand même à régler ce clivage Khalifa Sall, Ousmane Tanor Dieng, je crois qu'ils pourront se retrouver. Mais il n'y a pas de parti... Mais est-ce que c'est possible? Rien n'est impossible en politique. Non, on est en politique. Rien n'est impossible en politique. Vous avez vu des gens qui se retrouvent maintenant autour d'une table et on se disait à une certaine époque, c'est à la vie, à la mort entre eux, ils se sont retrouvés. Je crois que jusqu'à présent, Ousmane Tanor Dieng n'a rien dit sur Khalifa Sall qui puisse faire que Khalifa Sall se détourne résolument. Et ça, c'est à leur mérite. Jusqu'à présent, Khalifa Sall n'a rien dit qui puisse froisser Ousmane Tanor Dieng. Regardez à Tivaouane, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils se sont donné l'accolade et Khalifa Sall a dit, c'est la chose la plus normale que j'aurais dû faire. Si je l'avais ignoré, ça aurait été ça, la situation anormale. Et jusque-là, on n'a pas encore entendu Khalifa Sall dire que je suis candidat. Mais justement, c'est ça la grande équation. Il ne faut pas qu'on aille trop vite en besogne. Il faut regretter à nouveau le saccage qui a été fait au niveau du siège du Parti Socialiste. Et là, si vous le permettez, il faudrait quand même que les gens fassent une distinction. On est homme politique, mais tout homme politique qu'on puisse être, quel que soit le poste, quelles que soient les fonctions que l'on occupe, on est avant tout un citoyen. Un saccage, quel qu'il soit, ça doit être puni. Je ne sais pas qui l'a dit, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, mais il faudrait quand même que ce genre de choses-là, qu'on essaie de les éviter. Et que le milieu politique soit le lieu des excès les plus impossibles, les plus impensables. En tout cas, et quand on intervient, on dit que c'est un procès politique. L'affaire est entre les mains de la justice. Oui, je voulais rebondir. Allez-y, docteur Gaye. Ce que vient de dire mon ami Ousmane, qu'il ne faut pas personnaliser les débats entre Ousmane, Tanor Dieng et Khalifa Sall. Je pense, moi en tant qu'analyste, je vais plutôt mettre en exergue, ces deux personnalités n'ont pas la même tactique pour pouvoir reconquérir le pouvoir. C'est aussi ça. Tanor estime que le PS a sa place dans cette coalition Benno Bokk Yakaar et qu'il faudrait être loyal pour accompagner le président de la République. Il ne le dit pas, mais je pense que tout se dessine bien. Macky Sall pourrait être le candidat de Benno Bokk Yakaar que le PS passe. Alors que l'autre, Khalifa Sall et les gens qui seraient qu'à lui, estiment que le Parti Socialiste, le parti de Senghor, doit avoir son candidat pour toutes les élections, y compris l'élection présidentielle, et que ceci doit être affirmé dès le début, être la position du parti, et que le parti ne soit pas un parti qui accompagne, un parti en fait qui porte au pouvoir d'autres partis, mais ce parti-là doit conquérir le pouvoir. Je pense que c'est ça, il y a un problème de divergence sur la tactique, pour ne pas dire la stratégie pour reconquérir le pouvoir. Je pense que si on met l'accent sur cette approche, on peut bien comprendre qu'au-delà des querelles des personnes et également des ambitions, qui sont des ambitions légitimes, que le Parti Socialiste est confronté à une crise. C'est une crise d'identité, une crise de reconquête du pouvoir. Et ceci n'est pas seulement propre au Parti Socialiste. Quand on regarde tous les partis dominants qui ont perdu le pouvoir en Afrique, qu'il s'agit du PAICV, du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, on se rend compte que ces partis étaient traversés par des lignes de clivage, qui sont des lignes de clivage très profondes sur la nature et les formes d'alliance à mettre en œuvre pour conquérir le pouvoir. Et ceci, aujourd'hui, le Parti Socialiste est en train de connaître, de vivre ce dilemme. Oui. Donc je pense qu'il a raison. On ne peut pas dire en fait que la rupture sera nette entre Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall, mais il y a un problème de tactique, un problème de stratégie de conquête
et qui doit être posé à l'intérieur du parti. Et si le parti n'est pas en mesure de résoudre cette équation, je pense qu'au-delà de cette divergence, va en fait se corréler des problèmes de personnes. Ouais, sauf que les choses se sont quand même enfoncées avec les proches de Khalifa Sall qui sont convoqués à la police et qui risqueraient la prison, le mandat de dépôt. Oui. Est-ce que vous pensez qu'avec ce qui arrive, d'aucuns qui parlent de liquidation politique, d'adversaires politiques, que les choses pourront retourner à l'endroit? Moi, je serai très prudent. Je ne parlerai pas de liquidation politique. Je pense qu'il faut faire le distinguo entre une affaire judiciaire, une affaire politique. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que un problème, le saccage du Parti socialiste, le siège du parti a été porté devant la justice. Un magistrat est en train d'instruire ce dossier. Et dans le cadre de cette instruction, des gens sont convoqués. Je pense que laissons le temps à la justice de faire son travail. Le magistrat peut condamner comme il peut laisser ces personnes libres. Ça, il faut faire ce distinguo entre l'action judiciaire en cours et la crise à l'intérieur du parti. Vous me direz à juste raison que les deux sont corrélés. Les deux sont corrélés. Certes, les deux sont corrélés, mais est-ce que véritablement on peut à partir de ce moment dire qu'on s'achemine vers une liquidation politique de Khalifa Sall par le biais de la justice, une justice qui serait instrumentalisée? Ce serait vite aller en besogne. Pour le moment, je ne peux pas m'engager dans cette voie. Ce que, en fait, par contre, je veux dire, et je veux vraiment l'exprimer de manière très forte, c'est que c'est un échec du parti. Le parti aurait dû, à l'interne, résoudre ces contradictions, trouver les solutions les pérennes, les solutions pérennes à ces questions, et permettre à tout un chacun de s'exprimer, et en définitive, et in fine, tout le monde se plie devant la position majoritaire qui sera portée par le parti pour défendre ses coureurs en 2007 et en 2019. Mais le problème, c'est est-ce que le Parti socialiste va le faire tout seul ou à travers une alliance? On revient encore à ce que j'avais dit au début de l'émission. Il faut questionner la nature et les formes d'alliance mise en œuvre par le parti depuis 2007. 2012 et jusqu'à l'heure actuelle. Pour terminer le chapitre Parti socialiste, professeur Sène, est-ce que vous pensez que le Parti socialiste pourra résister à cette crise? La stratégie du Parti socialiste devrait être de prendre le temps qu'il faut pour reprendre du poil de la bête. Et je crois que c'est ça. Mais le temps n'attend pas, le temps n'attend pas. 2017, oui, mais le temps n'attend pas. C'est loin, si proche, 2019 aussi. Mais le temps n'attend pas. Vous avez perdu les élections, vous avez perdu tous les instruments qui vous permettraient de faire votre propagande et votre politique et de recruter. Et vous voulez replonger et vous enregistrez, vous allez d'échec en échec. Qu'est-ce qu'elle soit faire? Entre plonger, dire, moi je suis le Parti socialiste, j'ai mon identité, j'y vais, on vous bat et on vous rebat, et vous accumulez les défaites. Ou alors, faudrait-il que vous vous laissiez le temps de pouvoir remettre les choses en place pour rebondir? Je crois que c'est peut-être la meilleure stratégie. Et je crois que quelque part, c'est peut-être la stratégie de Tanor. Je n'ai pas l'impression que Tanor n'ait qu'une seule ambition. Fusionner le Parti socialiste ou fondre le Parti socialiste dans une quelconque autre formation politique. C'est inimaginable. Mais il faut prendre le temps, ou comme disait Abdou Diouf, il faut donner le temps au temps. Alors, maintenant, les frémissements qu'il y a eu au Parti socialiste pendant cette réunion-là, je crois ce qu'on a dit tout à l'heure, et le docteur Gaye l'a très bien dit, il faudrait quand même que le Parti socialiste se résiste, et il faudrait se ressaisisse, et il faudrait qu'on fasse la part des choses. Un citoyen est citoyen. Quelle que soit la position politique que vous occupez, vous êtes quand même citoyen. Le premier d'ailleurs à le savoir, ça aurait été notre voisin d'à côté en Gambie là. On est un citoyen et on est assujetti aux règles de la société. Si on va casser des chaises et on va faire couler du sang, qu'est-ce que vous puissiez faire? Il faut qu'on vous amène devant la justice. Maintenant, malheureusement, il y a eu une coïncidence dans le déroulement des choses. Il y a eu des frémissements au niveau du Parti socialiste à un certain moment et la justice s'est levée presque en même temps. Les gens peuvent soupçonner qu'on veut utiliser la justice pour régler des problèmes politiques. Mais quand même, moi, je n'exonère pas ceux qui ont été à l'origine de ces incidents, qui sont des incidents malheureux et qui d'ailleurs devraient être évités dans toutes les instances politiques du pays. Il faudrait qu'on apprenne à faire la politique dans la sagesse, dans la décence
et sans qu'il y ait ces violences qui viennent de manière répétitive. Professeur Ousmane Sène Duvark et Dr Bamba Gaye que nous recevons dans Remue Ménage. Nous allons aborder l'autre actualité relative à l'affaire du nombre de députés qui va passer de 150 à 165. Dr Gaye, à la législature prochaine, quel commentaire? Je pense que c'est un point très important. Avant de répondre à votre question, il faut mettre cet aspect en perspective. Oui. Vous savez que pendant longtemps, ce qu'on appelle les Sénégalais de la diaspora ne pouvaient pas voter. Ensuite, la classe politique sénégalaise s'est battue pour que les Sénégalais de la diaspora puissent voter. Ceci a été effectif depuis bientôt plusieurs années. Il faudra le saluer. Et je suis très heureux d'en parler parce que pendant 18 ans, j'ai vécu dans la diaspora. Et ça a été pour nous toujours un grand plaisir de renouveler les liens ombilicaux que nous avons avec notre pays, le Sénégal, en votant ou bien en essayant de porter là où on était les débats politiques sur la démocratie sénégalaise, son approfondissement et sur l'aura que le Sénégal a eu à travers le monde. Ça, je pense que je suis très heureux. Donc c'est tout à fait logique qu'après avoir permis au Sénégalais de la diaspora de voter, qu'il y ait des députés qui représentent la diaspora. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Il faut être cohérent en politique. Toute action qu'on pose a des conséquences et ces conséquences, il faut les matérialiser. Et de ce point de vue, le fait que lors des prochaines élections législatives, qu'il y ait des députés issus de la diaspora, je pense que ça c'est un fait important. Le problème donc se pose de savoir est-ce qu'il faut 10 ou 15 ans. Pour moi, ce n'est pas une question essentielle. La question centrale est de savoir quelle sera la qualité des députés qui vont représenter la diaspora. C'est ça la question, la qualité. Si en fait cette diaspora, qui est une diaspora diverse, plurielle, est représentée par des hommes et des femmes qui n'ont pas les compétences requises, c'est malheureux. Si par contre, cette diaspora est représentée par des gens qui ont l'expertise, les compétences et le patriotisme nécessaires, je dis que cette chambre-là va radicalement changer. Parce que convenons-en, Ousmane, convenons-en, Madame Aïssatou, Binta Diallo. Madame Binta Diallo, que actuellement, l'Assemblée nationale, il n'y a pas, on ne voit pas en fait la qualité au niveau de cette Assemblée. C'est malheureux de le dire parce qu'il y a eu beaucoup en fait de problèmes. Donc si en 2017, la diaspora est représentée par des Sénégalais qui ont les compétences, c'est une bonne chose. Ce que je crains, c'est qu'avec le pouvoir de l'argent, que cette diaspora soit représentée par des gens trop partisans qui n'ont pas les compétences. Ce serait dommage. Dommage. Mais moi, je suis tout à fait d'accord que dans cette perspective que je viens d'annoncer, dans sa cohérence méthodologique et politique, il est tout à fait nécessaire que la diaspora soit représentée par des députés. Mais ce sera 6 milliards de francs CFA de l'argent du contribuable sénégalais pour 15 députés de plus qui vont s'ajouter à une assemblée qui, aux yeux de certains, ne sert à rien, pratiquement. Est-ce qu'il ne fallait pas extirper ces 15 députés des 150 qui existent déjà? Mais si on tient un raisonnement comme ça, je dirais que les Sénégalais sont ingrats. Pourquoi? Quel est le groupe de Sénégalais qui contribue dans le budget plus que l'ensemble de l'aide publique au développement que les pays développés offrent au Sénégal? C'est la diaspora. 800 milliards par an. Alors, des gens qui contribuent 800 milliards... Sauf qu'ils n'ont pas dit qu'ils ne doivent pas être représentés. Non, attendez, chiffre pour chiffre. J'ai entendu ce discours-là. Ça ne vient pas de vous, madame, je ne vous accuse pas. Mais j'ai entendu beaucoup de gens faire cet argument-là. Parce que la présence de la diaspora, ça a au moins 3 apports, ou 3 légitimations, 2 légitimations ou justifications. Ces gens-là, et on l'a dit et on l'a répété, et c'est prouvé, les chiffres sont là, ils contribuent plus que l'ensemble de l'aide publique au développement offerte au Sénégal par les pays développés. Tous confondus. C'est eux qui donnent ça. Donc sur le plan de la richesse du Sénégal, ils représentent quelque chose d'extrêmement important et qu'ils n'ont pas volé. C'est le fruit de leur labeur. On sait ce que ça veut dire être émigré. Autre chose, et mon ami Gaye l'a abordé, mais ils vont peut-être apporter un plus au niveau de l'Assemblée nationale parce que ces gens-là ont une expérience diversifiée. Je suis sénégalais, j'ai ma propre culture,
Mais je suis allé ailleurs, j'ai vécu dans d'autres pays et j'ai vu comment ils font les choses et comment ils les font autrement. Si je suis dans des pays qui, sur le plan économique, se débrouillent très bien, des pays qui, sur le plan politique, ont réglé beaucoup de contradictions, dans ces conditions, moi, en tant que député de la diaspora, je viens avec cette expérience diversifiée et je vais la faire entendre dans l'hémicycle. C'est extrêmement important. Il ne faut pas que les gens croient, bon, j'ai entendu un certain discours, ils ont peut-être raison, moi je ne suis pas dans la politique. Oui, c'est 15 députés de plus pour le président Sall, ça je n'en sais rien, pour deux raisons. D'abord, c'est une compétition électorale, chaque parti a le droit de s'en prendre. Et de deux, que je sache, maintenant les candidatures individuelles sont possibles. Dans ces conditions, qui seront ces représentants de la diaspora? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que, pour la contribution qu'ils font à l'économie du pays, plus que l'aide publique au développement, tout pays confondu, pour l'expérience diversifiée qu'ils ont. Moi, je ne suis pas de la diaspora, mais madame, je me félicite d'une expérience diversifiée. Chaque fois que je regarde le Sénégal, et chaque fois que je regarde le Sénégal par rapport à des choses qui m'incommodent, ces choses-là m'incommodent parce que j'ai vu autre chose ailleurs. Mais c'est parce que ces choses-là m'incommodent que je pourrais les changer ou que je pourrais les supprimer. Mais je me rends compte que mon Sénégalais qui est là à côté de moi, qui n'est jamais sorti de nos territoires, il ne voit même pas cette chose-là comme un problème. Rendons ça plus concret. Madame, je ne prendrai jamais ma banane pour la bouffer et jeter ça dans la rue. C'est impossible. Parce que j'ai vu dans un pays comment les gens se précipitent pour que ce qu'on appelle déchets ou ordures, qu'ils mettent ça dans un panier à ordures. Mais mon Sénégalais qui est à côté, mais il va non seulement jeter ça, mais il va jeter ça sous mes pieds. Il ne sait même pas que c'est un problème. Qu'est-ce qui m'a donné cette perspective-là? C'est une expérience diversifiée pendant 30 ans dans beaucoup de pays et je m'en réjouis. Oui, et c'est ça qui me permettra d'amorcer les changements partout où je serai. Oui. Madame, c'est important. Mais sauf que professeur, personne n'a dit que la diaspora ne doit pas être représentée au sein de l'hémicycle, loin de là. Mais rajouter 15 députés de plus, docteur Gaye, beaucoup pensent que c'est pas pertinent du tout. Oui, je pense que les débats... Dans un Sénégal où tout est priorité, les problèmes sont là. Je voulais dire que si vous voulez, avant que Gaye ne réponde, si vous voulez que les députés de la diaspora soient tirés des députés qui sont déjà là, dans ces conditions, vous leur déniez toute possibilité de se faire représenter. Ou même politicienne. Oui, je ne sais pas, peut-être que on peut leur reprocher une certaine léthargie. Je n'utiliserai pas le mot nul. C'est un député qui l'a dit en tout cas. C'est un des leurs qui le dit souvent. Je n'utiliserai pas l'adjectif nul et je ne dirai pas qu'ils n'ont pas apporté quelque chose. Je crois que quand même, ils ont apporté quelque chose, ne serait-ce que voter les projets de loi qui leur sont soumis. Mais l'absentéisme à l'Assemblée nationale, ça a été toujours connu et dans toutes les assemblées du monde, l'absentéisme est une maladie qui est là. Je crois que quand même, il ne faudrait pas qu'on tienne un discours qui fasse que il pourrait être mis en position adverse ou en position d'hostilité par rapport à ces députés qui pourraient venir, si vous voulez, de la diaspora. Et on n'a pas dit... Cet absentéisme ne vous dérange pas, professeur? Oui, hein? Cet absentéisme ne vous dérange pas? Oui, non, ça me dérange. Je n'aime pas être absent, je n'aime pas être en retard. Ça me dérange. Quand vous êtes payé pour un travail, il faut le faire. Et il faut le faire pendant les heures où vous devez le faire. Ça, j'y tiens, c'est mon credo. Mais je voulais dire, il faudrait peut-être que on voit le débat autrement. Je crois que les 15 qui viendront sont un apport qui, sur le plan qualitatif, est une contribution majeure. Le nombre dérange, mais à nouveau ce nombre-là, je dis, la contribution de la diaspora à l'économie peut amplement le justifier. On n'a pas à être des calculettes là pour calculer les miettes. La raison pour laquelle je tiens surtout à ça, c'est que l'Assemblée nationale a besoin effectivement d'être revivifiée. Mais nous avons tous besoin d'être revivifiés. Madame, je reviens à ma conviction. Toute situation change grâce au regard critique qu'on jette sur cette situation particulière. Le regard critique, il est fondamentalement favorisé par ce qu'on peut appeler une expérience diversifiée. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous avez l'habitude de vivre une situation, tout le temps, tous les jours, mais votre sens critique est complètement émoussé. Quand vous revenez avec un œil qui a été exercé par d'autres expériences enrichissantes, mais à partir de ce moment, vous voyez les choses autrement. C'est ce que je dis. Ces 15-là, ils seront peut-être minoritaires, mais je crois que s'ils ont une bonne expérience à l'étranger,
Et non seulement sur le plan professionnel, mais sur le plan de leur vie de tous les jours, ils pourront donner un souffle nouveau à l'Assemblée nationale. On a trop tendance à dire que les députés sont payés à ne rien faire. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Il faudrait peut-être qu'il y ait beaucoup de dynamisme, mais ça, madame, on peut le dire dans beaucoup de secteurs de la vie professionnelle au Sénégal. On peut faire un jugement sur les ministres, on peut faire un jugement sur les professeurs de l'université. J'enseigne à l'université. On peut faire un jugement partout, même dans le secteur de la santé. Donc, il faudrait que cette situation-là nous puisse permettre de jeter un regard critique, surtout de battre notre courbe et de faire les choses autrement, parce que justement, on aura eu une expérience diversifiée. Surtout à l'Assemblée, c'est encore plus grave. Voilà, Pour les professeurs, ce sont les représentants du peuple qui ont été choisis par le peuple pour défendre leurs intérêts. C'est ça le problème au niveau de l'Assemblée. Du peuple. Du peuple, bien sûr, c'est ce que je veux dire, professeur. C'est encore plus grave. Docteur, vous avez quelque chose à ajouter avant que l'on passe à un autre sujet? Ce qu'a dit mon ami est tout à fait vrai, mais je vais aller au-delà. C'est qu'il faut questionner la nature de la démocratie par la représentation. Aujourd'hui, on parle des limites de ce système de démocratie basé sur ce qu'on appelle la représentation. Le fait que les populations, à travers des élections libres et démocratiques, élisent des députés, et que ces députés ne soient pas en mesure de traduire les aspirations du peuple. On doit questionner ce type de représentation et pour trouver les bonnes solutions. Donc je pense qu'il faut plutôt aller au niveau de la question des partis politiques. Le choix se fait au sein des partis politiques. Les gens qui sont élus députés l'ont été pour la plupart à travers des listes de partis ou de coalitions. Est-ce que les partis et ces coalitions ont des critères pour choisir les meilleurs afin qu'ils deviennent députés? J'en suis pas sûr. Le mode d'élection des députés. Donc, à l'arrivée, l'Assemblée nationale est un patchwork. On trouve des gens brillants et des gens qui ne sont pas brillants. On trouve n'importe quoi. Et quand on fait une sorte d'agrégation de ce groupe, surtout à travers ces législations, on se rend compte que le niveau est un niveau faible et que la plupart des Sénégalais ont été déçus par cette Assemblée. Absolument. Donc, il faut en tirer les leçons, mais ce n'est pas facile parce que la politique au niveau local se fait à travers plusieurs paramètres, dont l'un des paramètres le plus important, c'est la représentativité, mais également l'argent. L'argent. Et les gens souvent qui sont choisis sur la base de ces deux critères. Ils représentent quelque chose au niveau local, ou bien ils ont les moyens pour permettre aux partis de battre campagne et de gagner les élections. Donc, si quelqu'un est très compétent et qu'il n'a pas ces deux, il ne dispose pas de ces deux ressources, il va sans dire que cette personne ne sera pas en fait choisie pour être le député du parti ou de la coalition. Donc il faudrait questionner cela. Mais je pense aussi le fait qu'il y aura des candidats indépendants. C'est une brèche peut-être minime, mais une brèche qu'il faut explorer pour voir est-ce que au niveau local, des gens qui ne sont pas contents des partis politiques ne peuvent pas utiliser cette brèche pour être candidats et être élus députés au niveau de l'Assemblée nationale. C'est bien possible. On a vu ce qui s'est passé avec les locales. Oui, un autre élément également, c'est de faire un travail de lobbying au niveau des partis politiques. Je pense que la société civile et toute personne qui estime que notre niveau de débat, le niveau de débat au niveau de l'Assemblée est faible, devrait porter ce combat pour dire, écoutez, si les partis politiques constituent à l'expression du suffrage tel que défini par la Constitution, ces partis politiques également doivent faire l'effort pour avoir les meilleurs candidats. Très bien. Et que ce débat aussi soit porté lors de la campagne au mois de juillet prochain. Absolument. Au mois de juillet prochain, qu'il y ait des groupes de pression. Parce qu'il faut aussi des groupes de pression dans ce pays, des groupes qui puissent porter les débats, qui puissent apporter la contradiction aux partis politiques, questionner leurs méthodes, leurs choix. C'est ça la démocratie, et non pas que la démocratie soit une sorte d'état en fait face à face permanent. Nous allons continuer à parler. Mais que la démocratie soit aussi l'expression de groupes de pression qui puissent apporter leur contribution, permettre aux partis politiques de se. Il faut qu'on accélère le temps. Et nous allons continuer à parler de ça. Nous allons parler encore argent, encore et encore.
professeur Sène, avec la CREI qui a quand même repris du service. Hein. Nous avons vu que la CREI a servi de mise en demeure au lieutenant-colonel Djadjiba de la douane sénégalaise et à l'ex-directeur de l'urbanisme Doudou Diagne. La reddition des comptes n'a pas finalement été stoppée pour ceux qui croyaient que c'était ça, quoi, c'était fini. Oui, disons que... Ouais, permettez-moi quand même de dire à l'Assemblée nationale, parce qu'on parle de l'Assemblée nationale, mais notre doyen Samba Djoulde Thiam est quand même à l'Assemblée nationale, Awadja Thiam est à l'Assemblée nationale, Alioune Sow, professeur à l'université, ils sont tous à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas des coquilles vides, tout ça. Ils sont connus pour avoir été de grands travailleurs pour ce pays. Et je salue tous les autres qui sont à l'Assemblée nationale, même si on les encourage à mieux faire peut-être. Mieux faire. Voilà, bon, voilà. La CREI. Mais bon, la CREI revient, mais vous voyez, bon, les premières balbutiements de la CREI, c'était peut-être des affaires qui avaient lourdement une senteur, une odeur politique. Maintenant, on revient et on commence à voir les hauts fonctionnaires pour quand même peut-être prendre... C'est un cadre... La CREI, ou une instance comme la CREI, est souhaitée et voulue, mais en même temps c'est très compliqué et très complexe. Comment ça? Mais voyez le cas voyez le cas de Karim Wade. Oui. Deux problèmes dans le cas de Karim Wade. Oui, c'est un procès politique. Et il y a eu des groupuscules qui ont commencé à se former pour dire on va à la défense des intérêts de Karim Wade. Karim Wade, qu'est-ce qu'on lui reproche? D'avoir d'avoir gardé de l'argent qu'on n'arrive pas à trouver à cause des paradis fiscaux. Je rappelle et je l'ai toujours rappelé. Jusqu'à présent, l'Allemagne est en train de courir derrière de l'argent qui a été pris par les nazis et qui a été déposé dans des paradis fiscaux après la Deuxième Guerre mondiale, et jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à retrouver cet argent-là. Si vous vous engagez dans ce secteur-là, c'est extrêmement compliqué de retirer ou de documenter même l'argent que les gens ont pris. Si vous ne le faites pas, on dit, vous avez fait un procès politique. Mais ce n'est pas une raison pour que quand même, en plus aussi, le directeur général de la douane a dit ceci, que ce douanier-là que l'on poursuit, c'est tout à fait normal qu'une somme aussi importante que 150 millions de francs CFA puisse être retrouvée en espèces chez un officier de la douane. Il vous a convaincu? Je ne sais pas, enfin, c'est mon jeune frère, je le connais, il m'a convaincu. Je sais qu'à un certain niveau, les douaniers, du fait de l'argent qu'ils font rentrer dans les caisses, ont certainement des indemnités qui peuvent peut-être leur permettre d'économiser. Économiser jusqu'à ce niveau, ça je n'en sais rien parce que je ne suis pas un douanier. Mais ce que je veux dire, c'est que la CREI, son rôle et sa fonction est extrêmement complexe, mais ce n'est pas une raison pour qu'on s'arrête. Ça a repris. Si les gens ne sont pas contents de la manière dont la CREI est constituée et fonctionne, il faudrait peut-être qu'on apporte les changements. Oui. Mais qu'il y ait une instance qui puisse dire, cet argent-là, nous estimons que vous ne pouvez pas l'avoir, c'est peut-être l'argent du peuple, il faut rendre gorge, ça il faut le faire. Oui. Parce que c'est anormal que des gens, cela coule douce alors que d'autres cherchent du travail, les jeunes en particulier. Justement, Dr Gaye, on parle d'une CREI sélective, je ne sais pas si c'est le cas, mais la juridiction avait servi des mises en demeure à une vingtaine ou plus même de personnalités sénégalaises, parmi lesquelles des personnalités qui appartiennent au Parti démocratique sénégalais. Mais jusque-là, c'est le flou total. Vous avez raison, mais je pense qu'il faut rappeler, en 2012, quand le candidat Macky Sall a été élu par cette écrasante majorité, 65% des Sénégalais, beaucoup de Sénégalais ont voté pour lui parce qu'il avait dit à haute intelligible voix qu'il allait se battre contre l'impunité et contre également l'enrichissement illicite. Donc la reddition des comptes. La reddition des comptes. Je pense que politiquement, le président ne peut pas faire marche arrière. S'il le fait, ce sera très mauvais pour lui à l'heure du bilan en 2019. C'est vrai qu'avec le procès Karim Wade, on avait l'impression que la CREI avait ciblé certaines personnes. En l'occurrence, les anciens membres du PDS. On avait dit qu'il y avait une liste de 25 personnes. J'ai pas lu la liste. J'ai pas vu la liste. Et s'il s'avère que c'était vrai, on voit qu'au finish, on n'a pas progressé. Les immunités parlementaires ont même été levées. Oui, on n'a pas beaucoup progressé. mais mes amis juristes vont me dire, Serine, le temps de la justice est un temps lent. Si le temps de la politique est un temps long, c'est le temps de la polémique, le temps du résultat immédiat, le temps de la justice est un temps lent. J'ose bien le croire. Mais il faudrait que la justice
puisse également accélérer la cadence, pour parler comme l'autre, et que les personnes qui ont été incriminées puissent passer devant la justice, quitte à ce que ces personnes soient blanchies ou pas. Mais c'est important sur le plan symbolique, sur le plan politique. Si aujourd'hui, l'opinion estime qu'il y a de l'impunité et que la CREI n'a pas été à la hauteur des espoirs qui ont été placés en elle, ce serait très grave et pour la CREI et pour le président. Donc je pense que politiquement, le fait que la CREI puisse reprendre ses activités est une très bonne chose. Maintenant, que des hauts fonctionnaires soient poursuivis, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'on puisse avoir une lecture très sereine de ce que fait la CREI. La CREI est libre de poursuivre aux fonctionnaires, un ancien ministre, etc., mais sur la base de faits intangibles et sous le respect du principe de droit. Évidemment, sur cette question, la CREI est vraiment critiquée. Est-ce que la CREI est l'organe qui répond aux critères qui sont en fait les critères au niveau mondial en matière de respect du droit de la personne, notamment du droit à la défense. Je ne rentre pas dans ces débats techniques, mais je pense que le fait que la CREI ait repris ces travaux, ces investigations, pour ne pas dire ces poursuites, est une très bonne chose. Maintenant, je suis très pragmatique, j'attends de voir les résultats et de voir d'ici à 2019, parce que je suis indulgent, laissons les choses se dérouler. En 2019, quand le président va s'adresser devant la nation pour solliciter de nouveaux suffrages, j'imagine qu'il dira sur cette question, voici ce qu'on avait fait. Très bien. Mais au rythme où vient les choses, c'est lent, et l'opinion le déplore. J'espère qu'on va accélérer davantage la cadence. Absolument. Nous allons terminer, professeur Sène, par la Gambie. Dans 2 jours, le 10, la Cour suprême de la Gambie va se prononcer sur le recours introduit par Yaya Jammeh, le président sortant, qui avait reconnu sa défaite, qui s'est finalement rétracté, qui s'accroche jusque-là au pouvoir. Alors, quelle sera la suite selon vous? Quelle Cour suprême en Gambie va se prononcer? Qui sont les juges qui ont été commis pour cette cour-là? Est-ce qu'on voit des juges gambiens ou plutôt des juges qui ont été recrutés auprès du Nigeria pour certainement venir faire une farce qui considère que Yaya Jammeh prendrait comme quelque chose qui légitime le fait qu'il puisse rester au pouvoir. Moi, je crois que celui qu'on appelle Babali Massa, celui qui est là pour pouvoir dompter les fleuves et les rivières, il faudrait qu'il revienne à la raison. Et je voudrais dire ceci, c'est très sérieux comme situation. Parce que la situation qui prévaut en Gambie dépasse la Gambie elle-même. Ah oui. Oui, pour le Sénégal, manifestement, on comprend que ce qui se passe en Gambie puisse dépasser la Gambie, puisque la Gambie et nous, c'est un cordon ombilical. Mais que la situation ne soit pas réglée dans le sens du vote des Gambiens, ce serait très dangereux pour l'Afrique de l'Ouest. Tout le monde est d'accord pour dire que le jeu politique se démocratise de plus en plus en Afrique de l'Ouest et que des cas comme ce qui se passe en Gambie, vous ne pouvez pas citer ça dans les autres pays. Il faudrait que Yaya Jammeh se rappelle quand même que ce qu'il est en train de vouloir faire a été tenté quelque part et ça n'a pas marché. Gbagbo, tout le monde s'en rappelle. Parce que ce qui s'est passé chez Gbagbo, c'est Gbagbo avait décidé, je vais voir Ouattara, je vais l'appeler pour lui dire qu'il a gagné. C'est son entourage qui lui a dit, Gbagbo, si tu es un homme même, va l'appeler et tu vas voir, en particulier sa femme. Ici, il y a Yaya Jammeh qui prend son téléphone ou qui prend la radio pour dire que j'ai perdu et je le reconnais et qui une semaine plus tard fait un revirement. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Je crois que je ne serais pas... J'aurais souhaité que tout cela, si vous voulez, se règle dans la paix et qu'il n'y ait pas un seul coup de fusil de tirer. Ce serait été l'idéal. Mais s'il le faut, il faut quand même aller enlever et déterrer Yaya Jammeh là où il se cache pour que quand même la Gambie puisse respirer, que le Sénégal respire et qu'on ait un souffle dans la démocratie ouest-africaine et africaine. C'est important. En tout cas, la CEDEAO, Dr Gueye, semble être sur la voie de la diplomatie, jusqu'à hier en tout cas, là où les Américains ont demandé à leurs ressortissants de quitter. Oui, je pense que la CEDEAO joue sous 2 registres. La CEDEAO dit qu'on va encore donner à la diplomatie ses chances. Et si la diplomatie échoue, la CEDEAO sera obligée d'intervenir militairement. Je pense que les 2 options sont complémentaires. On laisse le soin à Yaya Jammeh d'entendre la voix de la sagesse. Mais comme l'a dit Ousmane, je pense qu'on est dans des manœuvres dilatoires qui consistent à dire
je vais saisir la Cour suprême et à l'issue, en fait, des délibérations de cette Cour, je vais me prononcer définitivement. Parce que, en définitive, il n'y a pas de Cour suprême en Gambie. C'est une chambre que Yahya Jammeh, en fait, convoque quand il veut, et un nombre de juges étrangers que j'appelle des juges mercenaires. Des juges mercenaires. Ces gens vont légiférer dans le sens souhaité par le président Jammeh. Donc, la semaine prochaine, il ne se passera rien de nouveau sous le soleil. On va aller de manœuvre dilatoires en manœuvre dilatoire. Le problème qui se pose maintenant est de savoir si Yahya Jammeh persiste dans cette voie, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il ne faudrait pas exclure l'option militaire. Pourquoi il ne faut pas l'exclure? Parce que si on laisse cette situation perdurer, ce sera une menace pour l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest et le Sénégal. Parce que 22 ans passés au pouvoir en Gambie ont été 22 ans de perdus dans la coopération entre le Sénégal et la Gambie. Très bien. Yahya Jammeh a soutenu la rébellion casamançaise, a refusé la construction du pont sur le fleuve Gambie, a arrêté, exécuté des Sénégalais et surtout, il s'est véritablement positionné comme quelqu'un qui est aux antipodes dans le cadre d'une intégration naturelle entre les deux pays. Je pense que le Sénégal gagnerait à avoir une stratégie au-delà du cas de Yahya Jammeh pour préparer Yahya Jammeh dans une perspective d'unité entre les deux pays. Parce que tant que la Gambie sera dirigée par des potentats comme Yahya Diallo, le Sénégal, la sécurité du Sénégal sera menacée, le problème de la Casamance ne sera pas réglé, et ensuite, les perspectives d'intégration au niveau de la région seront compromises. Merci docteur Bamba Gaye, spécialiste en politique publique et en relations internationales, ancien fonctionnaire international aux Nations Unies, actuellement professeur en relations internationales au Centre des hautes études en défense et sécurité CHETS à Dakar. Merci également infiniment à professeur Ousmane Sey, directeur du WARC. Merci à El Hadj Ndiogou Diène qui était à la réalisation de cette émission. Merci à vous d'avoir écouté. Bon dimanche.